En apparence, tous les opposent. Le bouddhisme prône la maîtrise, voire la suppression des désirs individuels. Le capitalisme, lui, les suscite pour promouvoir la consommation à outrance. L'un parle de compassion et d'altruisme, tandis que l'autre valorise la compétition et l'enrichissement. L'un est né en Inde, dans l'Antiquité, l'autre en Europe, à l'époque moderne. Tous les opposent. Pourtant, pour Bertrand Rossignol et Laurent Vincenti, les deux auteurs de l'essai Bouddhisme et capitalisme, publié chez LPM Jean-Marie Lafon éditeur, bouddhisme et capitalisme, plus que jamais, doivent entrer en dialogue alors que la planète s'essouffle et l'homme avec. Un livre à deux voix, donc. Bertrand Rossignol est docteur en histoire des religions et spécialiste du bouddhisme qu'il pratique. Laurent Vincenti, lui, est consultant designer. Il est depuis 30 ans au cœur du capitalisme dont il connaît les rouages, en ayant travaillé pour des grandes marques, Total, BNP Paribas, le mondial de foot de 98, et il pratique le bouddhisme depuis 40 ans. Laurent Vincenti, bonjour. Bonjour. Alors, je précise que cet essai ne fait pas le procès du capitalisme, mais qu'il en montre les dérives et les excès. L'univers du capitalisme, donc, vous le connaissez. Déjà, en quoi consiste votre travail auprès des grands groupes ? Alors, mon travail consiste à positionner les entreprises, c'est-à-dire de réfléchir avec les dirigeants, le COMEX généralement, sur ce qu'on appelle maintenant la raison d'être, c'est-à-dire pourquoi cette entreprise existe, d'où elle vient et où elle va. C'est ce qu'on appelle la plateforme de marque, c'est-à-dire tous les éléments qui vont guider son avenir. Donc là, on est très philosophique. Et là, je suis consultant. Et après, c'est le designer qui entre en jeu. Et là, je fais le logo. Par exemple, le logo de Total, le logo de BNP Paribas, etc. Donc, l'expression de cette plateforme de marque et l'ensemble du design qui va être l'expression de l'entreprise vis-à-vis de ces, à la fois des gens qui travaillent dans cette entreprise et puis des clients en général. Donc, un travail passionnant qui est toujours entre les deux cerveaux, la création et le consulting. Vous travaillez sur l'identité d'une entreprise. Alors précisez-nous exactement en quoi consiste cette recherche pour définir l'identité d'une entreprise. Alors l'identité d'une entreprise, elle est à la fois graphique, donc c'est ce qu'on appelle le logo. Oui. Par exemple, vous voyez le logo de Total, cette boule avec ces faisceaux qui se croisent, ça exprime quelque chose de très particulier qu'on a défini en amont et qui signifie beaucoup d'éléments, notamment sur la vision de l'entreprise, sur son avenir, sur sa manière de penser, etc. Et donc, quand on travaille sur la plateforme de marque, on redéfinit cette vision, cette mission, ses valeurs, etc. Donc, on va toucher vraiment à l'ADN de l'entreprise. Et là, c'est de grandes discussions très philosophiques autour de l'avenir de l'entreprise. Et après, ça impacte le business. Parce qu'à partir du moment où on pense autrement, le métier change. Et par exemple, pour le mondial de foot 98. Alors, mondial de foot 98, une expérience extraordinaire que j'ai fait il y a maintenant un paquet d'années avec Michel Platini. Sur l'événement le plus regardé dans le monde, où au départ le foot était hyper mal vu en France parce qu'il y avait les problèmes de l'OM, et puis Platini avait vraiment cette idée de remonter, rénover cette image du foot et de se servir du mondial pour des causes humanistes. Il aidait pas mal de jeunes dans ce sens-là. Et en fait, on a monté petit à petit cette image, cette histoire autour de ce qui a fini par la victoire de la France, qui n'était pas du tout évidente. Mais on a vu cette mayonnaise monter avec l'idée de la victoire est en nous, le slogan d'Adidas à l'époque. Donc vraiment, ça partait de rien et c'est devenu un monument qui reste un des éléments préférés dans la mémoire des Français. Le système capitaliste, donc vous le connaissez parfaitement, vous en connaissez les rouages, et dans le même temps, vous pratiquez le bouddhisme depuis une quarantaine d'années. Pour vous, ça n'a jamais été incompatible? Non, pas du tout, au contraire. C'est-à-dire que on est quand même dans une société complexe, des fois violente, notamment au niveau des grands groupes. Je pense qu'il est indispensable, quand on travaille à ce niveau, c'est-à-dire sur la destinée des entreprises, d'avoir un appui philosophique solide de manière à guider les entreprises vers un avenir meilleur, vers plus de compassion, vers plus de... Donc c'est ma mission, c'est-à-dire comment, en tant que consultant designer, je peux aider les entreprises à accompagner le monde qui est en train de changer d'une manière considérable vers une vision plus humaine, plus responsable, plus respectable, etc., etc. Donc non, au contraire, c'est pour moi une vraie mission.
Comment en êtes-vous venu à cette idée, avec Bertrand Rossignol, qui est historien, historien des religions, Oui. de publier ce livre, Bouddhisme et capitalisme? Effectivement, ça semble tout à fait antinomique. Un livre donc qui veut promouvoir le capitalisme compassionnel. Alors, j'entends déjà certains dire, oh là là, ça c'est du bricolage, c'est de l'utopie. Oui. C'est ça. Alors, l'utopie, elle s'arrête à partir du moment où on commence à agir. Je pense qu'on est dans une période clé de notre avenir, et je pense que la main est aux entreprises. Je pense que les politiques sont un peu dépassés par les événements et qu'aujourd'hui, c'est les entreprises qui vont décider de l'avenir du monde, parce que c'est elles qui polluent, c'est elles qui... Les gens ont confiance dans les entreprises aujourd'hui, beaucoup plus que dans les politiques, et la mission des entreprises est essentielle. Donc, l'idée de ce livre de rapprochement bouddhisme et capitalisme est née alors à la fois de l'éditeur qui nous a proposé ce thème, parce que l'idée c'est, je crois, de continuer la collection sur d'autres religions, mais de faire ce rapprochement entre cette vision spirituelle et la marche du monde. Laurent Vincenti, que vous a apporté le bouddhisme? Alors le bouddhisme, c'est pour moi c'est une révolution. J'ai commencé, j'avais 18 ans, j'étais très babacool, plein d'illusions. Et en fait, le bouddhisme m'a permis de transformer fondamentalement mes tendances de vie. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un de gentil, mais j'avais pas, et je voulais transformer le monde déjà, j'avais ces idées-là, mais un peu poète. Et en fait, le bouddhisme que je pratique me permet, matin et soir, parce qu'on a une pratique très régulière et assez active, de se recentrer sur l'action et de transformer petit à petit mon caractère vers quelque chose de plus vaillant, de plus offensif, de plus actif. Et il m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a réalisé ses rêves, notamment au niveau du travail. Donc il m'a permis de fondamentalement changer ma personnalité, d'accumuler beaucoup de courage, parce que j'ai eu pas mal d'aléas dans ma vie, et de finalement être victorieux de pas mal de problèmes que j'ai rencontrés, tout en gagnant en sagesse, je pense, parce que ça m'a permis de comprendre l'humanité peut-être un peu mieux. Ça vous a permis de réussir certains dossiers difficiles? Complètement. Par exemple? Par exemple, à une époque, j'ai été amené à faire l'image de l'hôpital Saint-Joseph. À Paris, oui, la réunion de 3 hôpitaux, oui. Voilà, 3 hôpitaux. Il y en a un qui était catholique. Donc, il y avait dans le tour de table des gens qui travaillaient sur ce positionnement, des sœurs catholiques et l'évêché de Paris. Il y avait des X, donc des financiers qui dirigeaient l'hôpital. Il y avait des chirurgiens, des médecins très sur la technique, et puis des infirmières qui étaient beaucoup plus sur la compassion, l'aide aux malades et leurs conditions qui déjà à l'époque étaient complexes. Voilà. Et en fait, au début, ça s'est super mal passé, c'est-à-dire que je suis entré dans un pugilat. Personne n'était d'accord, personne ne voyait la même chose. Oui, il faut préciser, c'était donc la fusion de 3 hôpitaux parisiens. Il y avait donc Saint-Joseph avec Saint-Michel et Notre-Dame de Bon Secours, c'est ça? Exactement. En 2006, exactement. Ouais. Exactement, voilà. Et donc, en fait, chacun voyait midi à sa porte et on était dans un combat politique, un combat de salaire, un combat de conditions de travail, un combat de manière d'opérer. Donc, j'ai vraiment médité avec ma pratique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait unir ces gens-là. Et j'ai discuté à fond, un peu comme je peux le faire avec des bouddhistes qui souffrent. J'ai discuté vraiment à fond avec chacun et j'ai compris ce qu'il y avait dans le cœur des infirmiers, dans le cœur des X, dans le cœur des médecins. Et finalement, tout le monde voulait bien faire, voulait faire le mieux possible. Donc finalement, ils n'étaient pas en contradiction. Et puis, j'ai pris du recul. Vous savez, on dit, quand le ciel est clair, la terre est visible. Ça, c'est un proverbe bouddhiste qui dit qu'en fait, quand on prend du recul, on comprend mieux les choses. Et j'ai pu accoucher de quelque chose, d'un positionnement, d'une grande idée qui a réuni tout le monde. Alors, ça paraît un peu simple, ça s'appelait le village médical. Et comme il y avait une église au milieu de cet hôpital qui était très connoté catholique, j'ai dit, cet hôpital sera un village. On va réunir ces 3 hôpitaux autour d'un village, autour de la place de l'église avec un bistrot. Et les allées vont devenir les rues du village et on va garder cet esprit de village sur l'esprit global de l'hôpital. Et donc de là est parti, de cette petite histoire, de cette image, est parti tout un ensemble d'idées qui a réuni les gens. Les gens se sont mis d'accord, ils sont réunis autour de la place du village et finalement on est arrivé à un vrai consensus. Et l'évêché de Paris m'a dit, vous avez été le seul à nous mettre d'accord.
Mais finalement, je pense que j'ai réussi parce que j'ai écouté avec le cœur. Alors, Voilà. comment réconcilier le capitalisme aujourd'hui, ce capitalisme-là, hein, parce qu'il a plusieurs visages, avec le bouddhisme, Laurent Vincenti? Alors, en fait, le capitalisme, on a toujours séparé, en France notamment, religion et économie. Mais en fait, on peut dire que le capitalisme est une véritable croyance parce qu'il est issu. Alors au début de son histoire, c'était complètement lié à la religion parce que la religion catholique interdisait le prêt à intérêt notamment. Donc l'argent était lié à la religion. Puis tout ça s'est séparé. Mais en fait, le capitalisme est basé sur des croyances. Croyance que finalement l'enrichissement, l'argent va rendre fondamentalement heureux, et on en croit ce qu'on veut. De toute façon, la plupart des gens le pensent au fond. C'est-à-dire que notre civilisation a créé un monde ancré sur l'argent, ancré sur le profit. Sur la consommation. C'est la consommation. Alors tout ça est né de l'industrialisation qui a provoqué le besoin grâce à la publicité, au marketing, le roi marketing, qui a tout façonné. Et aujourd'hui, on est dans une société où le besoin est central et la consommation est vraiment au cœur de tout. Il y a plus de gens qui meurent aujourd'hui d'obésité que de malnutrition. On est arrivé à un paroxysme incroyable. Donc avec une planète, effectivement, comme tout est lié, qui souffre, puisque bien sûr, qui dit consommation, dit surexploitation de la planète. Donc pour Exactement. vous, il y a urgence. Ce capitalisme, de toute façon, est à bout de souffle. L'homme souffre dans l'entreprise. L'homme a peur aussi de perdre son travail. Enfin, on est dans un moment de crise, hein, très net. Alors en plus, Oui. il faut ajouter à ça le coronavirus. On pourra aussi en parler, Oui. et c'est les conséquences économiques. Donc là, plus que jamais, le système doit changer, selon vous, et le capitalisme compassionnel est une des voies. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, au fond, le capitalisme fonctionne. Alors plus ou moins, mais la mécanique générale fonctionne. Mais elle rend les gens profondément malheureux. Elle crée des écarts impensables. Elle fait beaucoup de mal en ce moment et de plus en plus. Et elle détruit la planète d'une manière claire. Vous l'avez dit. Donc en fait, il faut changer d'objet de culte. C'est le seul moyen de sortir de ce capitalisme qui détruit pour arriver à, alors on l'appellera capitalisme ou autre chose, ce sera peut-être complètement différent, mais nous ce qu'on a appelé le capitalisme compassionnel, c'est-à-dire un capitalisme vécu par des gens qui mettent au cœur l'humain et le bien-être des gens. Alors il y a plein de mouvements qui se font dans le monde actuellement dans ce sens-là, mais il y a un mouvement de fond à la fois chez les jeunes et dans les entreprises qui va dans ce sens-là. Donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, il faut basculer, clairement. Nous, on dit il faut basculer parce que on ne pourra pas vivre plus de 10 ans dans le même sens. Il faut changer ça. Est-ce que le coronavirus est la crise majeure qui va être suscitée par cette crise sanitaire, hein, on le verra à la rentrée prochaine? Est-ce qu'effectivement, ça n'est pas une crise, une forme d'opportunité pour passer à autre chose? Alors malheureusement, c'est vrai que dans la marche du monde, et le bouddhisme l'a raconté déjà il y a très longtemps, c'est souvent suite à des grands drames qu'apparaissent des transformations majeures. Oui, effectivement, vous évoquez dans le livre, par exemple, à une période, je ne sais plus si au XIIe siècle, il y avait des inondations, famines Oui. et épidémies aussi, qui avaient incité en Asie à inciter à des changements. Voilà, le moine de l'école Nichiren dont on fait partie avait prévenu le gouvernement en disant si vous continuez à penser de telle et telle manière, les phénomènes, alors à la fois politiques, d'invasion, etc., mais aussi géographiques, vont s'accumuler et détruire le pays. Donc en fait, le bouddhisme dit qu'il y a une interrelation étroite entre la manière de penser du peuple en général, d'une nation, et son environnement. Le bouddhisme considère que tout ça est très très lié. Interconnecté, oui. Voilà, interconnecté, voilà. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé en France il y a quelques années, c'est le Bataclan, c'est Charlie, et puis maintenant le Covid. Il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a un événement dramatique, apparaît de la cohésion et apparaît de la solidarité et apparaît de la compassion. Oui, enfin pendant une période souvent assez limitée, hein. Alors malheureusement, oui. Voilà, malheureusement, mais c'est symptomatique quand même de ce que peut déclencher une crise comme le Covid. Par exemple, autour des soignants, les applaudissements le soir, c'était magnifique. Et là, l'être humain devient compassionnel.
d'un coup. Alors malheureusement, c'est vrai qu'après le Covid, je pense qu'on va arrêter d'applaudir. J'espère que ça va changer un peu pour les soignants. Pour autant, je pense que, et j'espère, parce qu'on peut pas dire ce que va amener le Covid, mais j'espère que ce Covid va permettre aux gens de prendre une conscience différente de l'état du monde, mais rien n'est joué. Je pense qu'il faut que tout le monde soit acteur de ce changement. Et le bouddhisme insiste sur le fait que le changement de nos sociétés ne peut venir que d'un changement individuel. Voilà. Mon maître Daisaku Ikeda, qui est un grand philosophe japonais bouddhiste, débute un de ses livres, il a fait 80 ouvrages d'échanges avec des grandes personnalités, il débute ce livre en disant « La révolution humaine d'une seule personne peut changer la destinée de l'humanité ». Et ça, c'est vraiment ma conviction en tant que bouddhiste, c'est-à-dire que c'est le changement individuel profond de chaque personne, en tout cas d'une grande partie des gens, qui fera que le monde changera. Ça partira des gens. Et c'est en train de partir des gens, parce que les jeunes sont en train de changer. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes sont en révolution complète, notamment dans leur mode de consommation, dans leur mode de pensée. Par exemple, les jeunes préfèrent aujourd'hui un travail dans une entreprise qui a du sens, plutôt qu'un salaire élevé dans une autre entreprise. Je sais pas, si vous avez des enfants, le mien par exemple, c'est un chercheur, il fait de l'informatique, il est passionné par la recherche, mais finalement le fric c'est plus vraiment un truc qui le motive. Et de plus en plus, il y a un vrai virage qui se passe dans la tête de ces étudiants vers quelque chose de plus humain, de plus compassionnel. Et donc, je pense qu'on est à l'aube d'un changement profond parce que les entreprises écoutent ces gens-là. Il ne faut pas penser que les entreprises avancent toutes seules comme des tankers. Les entreprises sont complètement rivées à l'opinion publique, notamment des jeunes. Et à partir du moment où les jeunes changent d'opinion sur les entreprises changent. Et je pense que le changement des gens, le changement des jeunes notamment, fera bouger l'entreprise. C'est ce qui a amené déjà pas mal de boîtes à bouger, notamment BNP Paribas et Total, qui ont créé une direction de l'engagement sociétal, c'est-à-dire c'est plus une fondation, ça fait partie du boulot de l'entreprise que de s'occuper d'aider le monde. C'est la loi phare de Madelin sur aujourd'hui quelle est la raison d'être des entreprises, à quoi on sert pour le monde. Donc à l'avenir, au-delà de faire du business, on va se poser la question de savoir à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, en quoi je contribue au bien-être des gens. Et ça, c'est un vrai changement. Ça peut modifier le capitalisme financier? C'est le début, à mon avis, d'un virage. De toute façon, le capitalisme va bouger, c'est évident. Pour moi, c'est le début d'un virage. Je parlais d'un tanker. C'est comme un tanker qui amorce un virage. Ça prend des kilomètres et des heures. Mais je pense qu'on est en train de tourner. On est en train de changer. Donc, je suis assez optimiste. De toute façon, il faut être optimiste. Et d'ailleurs, vous êtes tout à fait optimiste dans le livre, vous l'exprimez sur la nature humaine. Vous dites qu'en fait, souvent, le capitalisme a décrit l'homme comme un loup pour l'homme, pour reprendre la phrase bien connue. Et en fait, très clairement, Bertrand, signalez-vous, vous dites, mais non, l'être humain est bien meilleur qu'on ne le dit. C'est ça. Il y a eu des études faites sur l'humain, et en fait, on s'aperçoit qu'au fond, l'humain est compassionnel. Comme les animaux d'ailleurs, les chimpanzés sont compassionnels. Oui, France de Waal, effectivement, l'a dit, oui, le grand spécialiste des chimpanzés, oui. Voilà. Et en fait, quand on discute avec les gens, et ça, on apprend à le faire, c'est-à-dire vraiment discuter avec le cœur des gens, la plupart des gens ont un cœur magnifique. La plupart des gens sont extraordinaires. Par exemple, on a critiqué Total. Ou BNP Paribas. Quand j'ai travaillé sur les plateformes pour comprendre l'état d'esprit des ouvriers de Total et des ingénieurs, j'ai vu des gens magnifiques, des héros du travail, des gens qui incarnaient entièrement l'entreprise. Mais on peut pas dire que Total est une boîte pourrie quand vous savez que tous les gens qui la composent sont des gens, la plupart des gens sont des gens magnifiques. Donc moi je suis assez optimiste je pense qu'il faut penser autrement. Il faut pas dire les entreprises sont pourries, mais il faut dire les gens sont magnifiques et on peut transformer le monde grâce aux gens. Dans chaque entreprise, il y a plein de héros qu'on ignore, mais chaque entreprise est un joyau en soi. Laurent Vincenti, vous appelez une forme de révolution humaine, telle que le Bouddha a pu l'inciter, c'est-à-dire réveiller en nous chacun le meilleur en nous qui réside, sortir effectivement des poisons qui nous habitent, ça c'est le bouddhisme, pour un monde pacifié. C'est ça, un monde pacifié et où l'économie deviendra non pas une économie de spéculation, comme elle peut en prendre parfois le visage, mais une économie de coopération.
C'est ça, exactement. Coopération, bienveillance et puis faire ensemble. Et à ce moment-là, un vrai bonheur peut apparaître, vrai bonheur social. Donc ça, on y croit et je pense on agit tous pour que ça se fasse. Voilà. Le bonheur, c'est pas forcément l'argent, c'est effectivement c'est l'entraide, c'est la construction collective. Le vrai bonheur, c'est ça. Quand il y a eu ces rassemblements autour de Charlie et tout ça, les gens étaient heureux la solidarité rend heureux. Mais les gilets jaunes aussi, d'ailleurs. Hein. Les gilets jaunes qui se rassemblaient, il y avait un peu de ça aussi. Hein. Voilà. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on est solidaire pour ensemble avoir le même combat, pour changer ce monde, je pense que le bonheur va apparaître. Parce que le bonheur, c'est le mouvement. Le bonheur, c'est le combat. C'est pas quelque chose de tranquille, de séparé. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs sur la méditation, le bien-être personnel. Mais je pense que ce bien-être, il faut l'ouvrir à ce combat social, à cette transformation de l'entreprise qui est très active. C'est ce qu'on appelle l'humanisme combatif. Daisaku Ikeda parle de l'humanisme combatif et c'est tout à fait pertinent. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être mou. Il faut être actif, mais super bienveillant. Je vous remercie, Laurent Vincenti. Je rappelle donc que vous êtes le co-auteur avec Bertrand Rossignol du livre Bouddhisme et capitalisme pour un capitalisme compassionnel et c'est publié chez LPM Jacques-Marie Lafon. Merci. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous. La marche du monde.